Salut les terriens, aujourd'hui pour ce journal de la Starbase, nous ferons comme d'habitude le tour des nouvelles chez SpaceX et nous irons inspecter les travaux en cours sur les terres arides de Boca Chica. Nous irons ensuite survoler la Floride afin d'observer les équipes de SpaceX qui sont déjà à pied d'œuvre pour faire naître la nouvelle Starbase et lui fournir ainsi toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions le Starship et son booster. Et enfin, nous vous relaterons les nombreux échanges entre Elon Musk et les autorités ukrainiennes. En effet, ce dernier s'investit beaucoup ces derniers temps pour venir en aide à ce pays dévasté par la guerre, dans un combat qui semble tout autant personnel qu'idéologique et technologique. C'est parti! Une petite mise en bouche pour notre tour d'inspection des travaux de la Starbase avec la section avant du Booster 8 qui a été retourné après avoir été gainé puis aligné sur le dôme d'un réservoir. Bon, vous me direz qu'à ce rythme, le B8 n'est pas prêt de voler la vedette à sa star de grand frère pour un premier tir orbital. Et oui, le fameux B4 reste encore et toujours l'objet de toutes les attentions, il est resté depuis 15 jours sur la table orbitale pour effectuer un test cryogénique, et comme on peut le voir sur ces magnifiques images de NASA Spaceflight, la glace gagne progressivement du terrain le long du Super Heavy puis disparaît peu à peu. L'essai semble avoir été probant et on ne peut s'empêcher d'espérer assister enfin à un premier tir statique de ce booster. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement le B4 qui a été sollicité, puisque le Starship S-20 a à son tour été recouvert d'un manteau blanc suite à un test cryogénique, suivi ensuite de tout le Stage 0, c'est-à-dire toutes les installations au sol qui étaient en pleine effervescence la semaine dernière. Une ambiance glaciale donc, y compris pour la ferme à ergols, et même la tour de lancement Mekazila y a eu droit. Délaissons quelques instants le Stage 0 pour aller faire un tour du côté du site de construction. Et oui, le nouveau hangar, ou le White Bay pour les intimes, ne devrait pas tarder à accueillir une flopée de prototypes dans son ventre, qui je le rappelle, pourra contenir jusqu'à 6 d'entre eux en même temps. RGV Aerial Photography n'a quant à lui pas déserté son poste de pilote reporter et a capturé en plein vol les bases d'un nouveau chantier, toujours sur le site de construction, juste à côté des fameux ateliers dédiés à la production. C'est bien un nouveau bâtiment qui s'apprête à sortir de terre, qui s'étendra sur 28 000 m², fera environ 18 mètres de hauteur et qui à terme remplacera les tentes voisines. Le site de lancement, lui, n'est pas en reste et les maçons de SpaceX n'ont pas chômé. Nous vous parlions dans le dernier journal de la Starbase de l'ajout de 2 réservoirs horizontaux au sein de la ferme à ergols, et bien ces derniers seront bientôt protégés par une enceinte grâce à ce mur qui est en cours de construction actuellement, afin que SpaceX puisse se conformer aux mesures de sécurité en vigueur au Texas. Et oui, une explosion de ces réservoirs de méthane générerait une onde de choc suffisamment puissante pour pulvériser les infrastructures aux alentours si aucune sécurité n'est prise. La Starbase fait des petits, que ce soit en Floride ou sur les océans. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle Starbase en Floride à Cap Canaveral est en train de voir le jour. Elle a d'ailleurs reçu les premières pièces de sa future tour de lancement, reconnaissable entre toutes, un premier GSE ou Ground Support Equipment qui semble être réservé à l'eau, mais nous en saurons un peu plus dans les jours qui viennent. Notez que ce hangar destiné à la maintenance des Falcon 9 et à la remise en état des lanceurs réutilisables pourrait bientôt se voir flanqué d'une extension afin de permettre un travail équivalent sur les Starships. Rajoutez à cela qu'une main-d'œuvre de plus en plus importante afflue chaque jour sur le site et vous pourrez vous faire une bonne idée des priorités actuelles de SpaceX. Certains sur Twitter prennent la liberté par des vues d'artistes d'anticiper à quoi ressemblera ce futur site de production de la nouvelle Starbase. On peut donc imaginer 2 parties bien distinctes, avec au premier plan le hangar de maintenance et au second 2 grands hangars d'assemblage des Starships et des boosters. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce site sera organisé de cette manière selon vous? Comme d'habitude, nous vous invitons à partager vos idées en commentaire. Quoi qu'il en soit, Elon Musk ne semble pas vouloir se contenter d'une simple Starbase à Boca Chica et d'une autre à Cap Canaveral, mais veut également pouvoir lancer et rattraper sa fusée grâce aux plateformes pétrolières achetées récemment et reconverties en pas de tir maritime. Le 1er mars, l'ancienne plateforme pétrolière appelée Deimos a été déplacée du port de Brownsville pour être acheminée jusqu'à Pascagoula, dans le Mississippi, le 6 mars, où elle a pu rejoindre sans encombre sa sœur Phobos, une autre plateforme déjà stationnée sur place. Tout comme cette dernière, Deimos y subira également quelques améliorations pour devenir un véritable pas de tir orbital maritime. Elon Musk a d'ailleurs annoncé que Phobos, tout comme Deimos, se verrait pourvu de tours de lancement avant la fin de cette année. Affaire à suivre donc, mais on sent bien le besoin de SpaceX de ne plus être dépendant d'une seule base, où les tirs ne sont toujours pas assurés tant que la FAA n'aura pas donné son accord.
Revenons maintenant à la terre ferme, les célèbres prototypes de Boca Chica nous ont longtemps fait rêver et nous ont maintes fois surpris. Tant de progrès ont été accomplis depuis le fameux tir du SN15 qu'on en oublierait presque que les stars de plateau de la Starbase, le Starship et le Booster, sont encore en évolution permanente. Et oui, des améliorations de plus en plus visibles sur les récentes versions du Starship, notamment sur le nez des vaisseaux. Ce ne sont plus désormais 82 pièces effilées qui les composent, mais bien 34. Pour rappel, le procédé industriel qui consiste à déformer plastiquement un objet métallique grâce à une matrice installée sur une presse hydraulique, mécanique, à vis ou à marteau-pilon est un procédé de forgeage à chaud qu'on appelle estampage. Cette technique permet aux pièces qui composent les parties avant du Starship de leur donner une forme effilée, fuselée et donc d'optimiser leur aérodynamisme. SpaceX, en réduisant de la sorte le nombre de pièces pour les différentes parties de son vaisseau, vise l'optimisation dans toutes les phases de production, comme par exemple pour les dômes qui délimitent et font la jonction entre les réservoirs du Starship, où non seulement le nombre de leurs pièces a aussi été réduit en passant de 43 panneaux à seulement 18 ou 20, mais en plus les dômes seront plus aplatis, ce qui permettra de diminuer considérablement la masse de matériaux utilisés, et donc de réduire le poids total du vaisseau, et à noter que ce sera également un gain de volume non négligeable pour la partie cargo du Starship consacrée aux charges utiles. Et il en va de même avec les Raptors, avec toujours une volonté d'allier performance et simplification à l'extrême des chaînes de production. En effet, si le Raptor 2 semble plus simple, moins encombré que son grand frère, comme nous l'évoquions dans le dernier journal de la Starbase, c'est surtout parce qu'il est abouti et qu'il est destiné à une production de masse. En revanche, et contrairement aux apparences, chaque élément de cette dernière version est bien plus gros que sur la première. On peut donner l'exemple de la turbopompe à méthane qui a doublé de volume, ainsi que celle de la gorge de la tuyère qui est bien plus large, ou encore de la turbopompe à oxygène qui a pris quelques tours de taille en plus. Mais qui dit plus de puissance dit forcément aussi des éléments plus volumineux, et pour rappel, le Raptor 2 en est actuellement à 245 tonnes de poussée, contrairement au Raptor 1 avec 185 tonnes, soit une augmentation de la puissance du moteur de 32%. Je pense que vous aussi vous aurez remarqué ce Mexicain avec son sombrero et ses lunettes noires qui pose à côté du Raptor 2. Vous vous demandez sans doute ce qu'il vient faire sur cette photo. Soyez patient, vous aurez la réponse dans quelques minutes. Autre changement notable, les joints ont été remplacés par des soudures. En effet, sur un prototype, les ingénieurs ont besoin de pouvoir assembler ou désassembler certains éléments, mais sur un moteur achevé et destiné à la production de masse, encore une fois, il est plus fiable de souder certaines parties ensemble plutôt que de simplement les tenir imbriquées et étanchéifiées par de simples joints. L'électronique embarquée, en revanche, ne gagne pas en volume et se fait bien plus discrète sur cette version. Elle est plus compacte, mieux intégrée et mieux protégée que sur le Raptor 1. Le système de cardan, quant à lui, au lieu d'être rattaché au moteur comme sur la première version, a été intégré au vaisseau, ce qui permettra aux équipes de SpaceX de remplacer les Raptor 2 plus facilement. Plus de puissance donc et de fiabilité pour cette seconde génération de Raptor, avec des tuyaux plus larges, une production plus directe avec moins de perte de temps sur les chaînes d'assemblage, et enfin une conception qui permet une maintenance ou un remplacement efficace et rapide. L'homme au sombrero avec les lunettes de soleil que vous avez aperçu tout à l'heure fait sans doute partie de l'équipe de SpaceX qui s'est permise une petite récréation en participant à des festivités locales. La parade du Charro Days Fiesta ou Charro Days Festival, événement mené conjointement chaque année par la ville texane de Brownsville et la ville mexicaine de Matamoros, ne pouvait pas être ignorée par SpaceX. Une occasion rêvée donc pour décompresser et pour faire prendre l'air au Raptor 2 en le faisant parader sur le char dans les rues de Brownsville. Un local a en effet demandé au PDG de SpaceX lors de la soirée de présentation du Starship s'il acceptait de participer au Charro Days Festival cette année. L'homme a bien sûr répondu par l'affirmative en disant « Oui, je serai là ». Il faut dire que le PDG de SpaceX a l'habitude, la plupart du temps, de joindre le verbe à l'action, et nous allons maintenant quitter Boca Chica pour se concentrer sur une actualité plus large de SpaceX, et notamment sur l'implication de l'entreprise d'Elon Musk dans ce conflit qui fait rage en Europe de l'Est. Les terminaux Starlink sont bien arrivés en Ukraine, comme l'avait précédemment annoncé Elon Musk, ce qui permettra aux villes ukrainiennes dont les réseaux de communication ont été détruits de ne pas être coupées du monde, de leur état-major et des services d'urgence chargés de sauver des vies. SpaceX semble donc s'investir pleinement auprès de ce pays, en fournissant même des indications précises au ministre ukrainien de la transformation digitale Mikhailo Fedorov, qui le remercie pour son soutien tout en lui demandant conseil. Starlink maintient nos villes connectées et les services d'urgence peuvent ainsi sauver des vies. Avec les attaques russes sur nos infrastructures, nous avons besoin de générateurs pour maintenir Starlink et les services d'urgence en ligne. Des idées ? Ce à quoi Elon Musk répond : les panneaux solaires pourvus de batteries sont mieux que les générateurs, car ainsi pas de signature thermique, ni de fumée et pas besoin de carburant. Excellente suggestion, nous n'avons pas de chance avec la météo, les nuages plus la fumée des villes en feu, et avec les dommages sur les infrastructures, nous ne pouvons pas recharger les batteries. Vous nous aiderez à reconstruire l'Ukraine en nous fournissant des centrales de panneaux solaires ?
Une discussion qui, même si elle est révélatrice du décalage entre un homme qui vit dans un pays en paix et un autre qui lutte sur un terrain de guerre, traduit néanmoins fidèlement la collaboration qui est en train de naître entre le PDG de SpaceX et les autorités ukrainiennes. Elon Musk s'implique en permanence dans ces échanges porteurs d'espoir pour les autorités sur place en rappelant certaines mesures à prendre. Attention, Starlink étant le seul système de communication non russe dans certaines parties de l'Ukraine, les probabilités qu'il soit pris pour cible sont élevées, à utiliser donc avec beaucoup de précaution. Ce à quoi il ajoute, mettez en route Starlink uniquement quand vous en avez besoin et placez des antennes aussi loin que possible de la population, placez des camouflages légers sur ces dernières pour éviter toute détection visuelle. Des attaques contre les terminaux de Starlink qui ne se sont pas fait attendre. En effet, le 5 mars dernier, Elon Musk annonçait ceci. SpaceX priorise à nouveau la cyberdéfense et a surmonté le brouillage des signaux, cela provoquera de légers retards sur les Starships et les satellites de seconde génération Starlink. Et lorsqu'on lui demande si les signaux des satellites Starlink ont été brouillés, sa réponse ressemble plus à celle d'un homme d'affaires qu'à celle d'un civil engagé dans un conflit. Certains terminaux Starlink à proximité des zones de conflit ont été bloqués pendant plusieurs heures d'affilée. Notre dernière mise à jour logicielle contourne le brouillage, je suis curieux de voir la suite. D'une certaine manière, c'est une assurance qualité gratuite. Le président ukrainien, malgré son isolement, a pris le temps de discuter avec le PDG de SpaceX en visioconférence afin de le remercier pour son soutien logistique. L'ancien acteur ukrainien s'est même laissé aller à projeter une éventuelle collaboration avec l'entreprise d'Elon Musk lorsque la guerre sera enfin achevée. J'ai parlé à Elon Musk, je le suis reconnaissant d'avoir soutenu l'Ukraine en parole et en acte. La semaine prochaine, nous recevrons un autre lot de Starlink pour nos villes détruites. Nous avons discuté des projets spatiaux possibles, j'en parlerai après la guerre. Au vu de ces échanges, on pourrait penser que SpaceX profite bien de la situation pour mettre en avant son système Starlink tout en permettant à Elon Musk de jouer un peu les super-héros, mais il faut tout de même reconnaître que l'homme d'affaires n'hésite pas à prendre des risques et à passer à l'action pour défendre ses idéaux, ce qui mettra sans aucun doute à mal ses projets avec la Russie dont nous parlions il y a quelques semaines à propos de sa discussion récente avec le dirigeant de Roscosmos. Et voilà les terriens, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à la partager au maximum, à donner votre avis en commentaire et à faire briller ce pouce bleu pour que l'espace ne soit plus synonyme de guerre mais un véritable symbole de collaboration des sociétés humaines. À vendredi, salut les terriens!